Pour un journaliste arrivé au bureau en sachant déjà ce qu'on va faire, c'est un avantage. Et aujourd'hui, c'est le 27 septembre. Il y a 40 ans, on ouvrait notre station de télé. Et fatalement, mon affectation pour la journée retraçait l'histoire de la télévision française en Colombie-Britannique depuis 1976. Rien que ça. Pourquoi on me demande ça, moi? Parce que je suis plus vieux? Il n'y a personne ici qui était là à l'époque et on a fait tellement de productions. C'est certain que je vais oublier quelque chose. Je ne me plains pas. Je suis fier de travailler ici, mais à la vitesse à laquelle les choses changent, la question que je me pose, c'est plutôt, est-ce qu'on va fêter nos 50 ans? Moi, je suis certain que ça va disparaître. D'ici 10 ans, on ne va pas avoir des shows de télévision. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on se rassemble autour d'une émission de télévision. Je regarde à peu près plus la télévision. Et c'est plus intéressant, la télévision. Je trouve que c'est ennuyant, que c'est plate. Il y a beaucoup plus de monde qui a des caméras neuves que des sujets neufs. Est-ce qu'on peut appeler la télé ce qu'on diffuse sur Internet? La télé a conquis le 20e et puis le 21e siècle. Et puis, même si on dit qu'on ne regarde plus la télé, on la regarde malgré tout. Tous les anciens comptent déjà sur la télé. Vous ne méritez pas qu'on vous ferme la télé. Parce que le travail des gens est trop important. Parce que le temps de travail est important. La télévision que je connaisse depuis ma jeunesse, là, ça va disparaître. Parce que ça va être une autre chose complètement différente. Chercher des pistes. C'est la job d'un journaliste, mais je commence par quoi? Dieu sait si j'en ai couvert toutes sortes d'histoires dans ma carrière. Mais 40 ans, c'est pas de la tarte. Mais où est-ce qu'il est passé l'archiviste? Si on me cherche, moi je suis au café. Je suis arrivée à Vancouver en 1975. Je suis arrivé en 1976, j'étais pas née. C'est bien différent ici en 76. On n'en avait que pour les Olympiques de Montréal. Pierre Trudeau était premier ministre et on venait tout juste d'inaugurer la station. Permettez-moi de vous inviter à inaugurer la Maison de Radio-Canada en Colombie-Britannique. Alors, j'étais présente à l'inauguration de l'édifice au 700 Hamilton. Il y avait plein de gens, c'était une ruche. Il y avait du monde. Plusieurs personnes ont reproché à l'édifice que ça a l'air d'une usine. Mais Radio-Canada, c'est vraiment un centre de création. Et il faut dire que la télévision française à Vancouver, c'était presque un exploit, en fait. D'abord, elle est arrivée très tard. Vous savez, 76, c'est très tard. Je suis chanceux d'avoir une job. En 76, plusieurs ne savaient même pas qu'il y avait des francophones ici. Un petit groupe s'est battu pour avoir la télé en français. Ça fait bien mon affaire. Ça a été de mettre les projecteurs sur une réalité que bien des gens ignoraient ailleurs au pays. Jacques Baillot, je me souviens, qui à l'époque était aux communications. Tout le monde abordait quelque chose de tout nouveau. On ignorait combien de francophones vraiment il y avait. Il y avait la fédération qui représentait un peu. Le gouvernement fédéral encourageait énormément les services à la minorité francophone. Le Sun écrivait des grands articles contre la télé. Ça tenait pas debout, il n'y avait pas assez de monde. You have no right to tell me what I can or what I cannot say on television. If we don't want French here, we don't have to have this damn language. C'est toujours politique. C'est toujours politique. The power and importance of broadcasting are such that it can make or break the Canadian nation. Ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans les régions et on poussait les gens à demander la télé. Et c'est comme ça que c'est né. C'est grâce à cet émetteur que les francophones de la région peuvent, depuis 9h30 ce matin, capter chez eux cette télévision de langue française. Ça valait la peine de venir ici.
et également pour la télévision. Mais là, on pouvait voir nos émissions Les Beaux Dimanches, Rue des Pignons, Femmes d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va voir Madame Payette? Sans aucun doute, monsieur. On planifiait déjà l'arrivée d'antennes de la télé dans les régions en dehors de la grande région de Vancouver. Chaque fois qu'on en ouvre une, on faisait un banquet. Une grande soirée, de la musique et aussi des invités de marque. On invitait le consul de France, on invitait le président de Radio-Canada. Tout jeune, je lisais le journaliste français Joseph Kessel. Et je découvre que son métier, c'est d'aller dans des endroits où est-ce qu'on n'est pas supposé aller, poser des questions que les gens polis ne posent pas et raconter des histoires. J'ai dit, c'est ma job. Service des nouvelles, bonjour. Évidemment, on a pris un certain temps à monter ça, une salle de nouvelles. On ne voit pas ça du jour au lendemain, comme vous le savez. C'était dans une salle de presse, avec un fil de presse, un vrai rouleau qui déroulait par terre. Même, je me souviens qu'un de mes collègues qui était chef de pupitre à la radio, il venait la fin de semaine pour changer le rouleau. Thérèse, les employés municipaux sont retournés au travail. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Oui, bon, mais ça va être assez long. La plupart d'entre nous, on fumait, on avait nos cendriers, on avait nos dactylos. Ça surtout à deux doigts, puis ça faisait très fort. On entrait dans la salle des nouvelles, c'était comme entrer sur un champ de bataille. Et c'était très excitant. Les nouvelles, c'est toujours très excitant. La fumée. As-tu ta manchette, champagne? Oui. C'était incroyable. On était supervisé, c'était le titre qu'il portait, il était superviseur et non pas directeur des nouvelles, par James Bamber. Dans tous les trainings que j'ai eus, les reportages de James Bamber revenaient. Moi, je le connaissais du Québec à cause de ses reportages qui étaient toujours avec humour. C'était un conteur, c'était un poète. Ici James Bamber, à la montagne des On travaillait en film. Ça veut dire que quand on sortait, on ne pouvait pas tourner beaucoup. On était restreint au niveau du nombre de pieds de film qu'on pouvait tourner parce que le film coûtait très cher. 6 janvier à Falls Creek. Il fallait revenir assez vite pour faire développer le film et ça prenait bien 1 heure, 1h30. Un monsieur en sarrau blanc qui se pointait dans la salle des nouvelles et qui m'apportait mon film. Alors tout de suite, je courais à la salle de montage. J'ai le reste du film. Enfin, ça fait stand. J'aimerais avoir... Quand j'étudiais le journalisme, on nous a dit ça aussi, qu'à l'époque, on découpait les bandes. Ça m'intrigue, j'aimerais voir exactement comment ça se passait. Puis le montage était très artisanal, comme vous savez, où on colle les petits morceaux de film avec un petit ruban. Je suis contente de travailler en demi-sèche, je suis contente au moins de savoir que tout ça est dans un serveur quelque part. Et on mixait ça en direct. 4, 3, 2, 1. Ce soir, en Colombie-Britannique. C'était passionnant. Tu te rends compte de l'adrénaline dans le studio quand tu es là en train de diriger ça? Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y avait un réalisateur, assistant à la réalisation. Il y avait des grosses caméras également, des énormes caméras. On avait les services de graphique. On avait un petit tableau, tout petit, comme ça. Et il y avait des nuages. Il y avait des vagues. Oui, on regarde le tableau, on indique des températures comme moins 3 degrés, moins 12, moins 12 et moins 30. Les premières années que je suis arrivé ici, tout le monde regardait le bulletin en même temps. On attendait pour le bulletin le soir. Même quand on avait fini notre chiffre, on regardait le bulletin ensemble le soir. Il y avait une espèce de peut-être une petite folie dans l'air. C'était un endroit où on se sentait appuyé par tout le monde. Je sais qu'on entend souvent dire les vieux, c'est toujours plus le fun dans le temps. Là. Mais je pense que ça l'était. Très bien. Et quand je suis arrivé avec la vidéo. Les gens commençaient en vidéo. B3915. On pouvait tourner beaucoup plus d'images et on pouvait faire des entrevues beaucoup plus longues. On n'a pas besoin de les faire développer. On pouvait se permettre d'avoir des longues conversations. Je pense qu'ils ne réalisaient pas trop qu'il fallait qu'ils regardent tout ça en revenant. Oh, ma fille, veux-tu la rewinder un petit peu? C'est le technicien dans la salle de montage qui avait, lui, à choisir.
disponible dès 6 heures le matin. Il y avait des lois syndicales qui ne nous permettaient pas, nous, de toucher aux machines. Alors, les rôles étaient bien définis. Cette image-là est pas mal. Ça va se terminer, Barb. J'aurais un transfert à faire de VHS à Beta. Il y avait des murs de cassettes. Puis ça prenait quelqu'un pour identifier tout ça. Et puis, avec les années, ça a fait beaucoup de cassettes. Parce qu'on a fait beaucoup d'émissions. Si tu regardes dans les archives, il y a des émissions spéciales comme Pile ou Face, Autoroute, Smack, Génie en herbe. Et puis des émissions spéciales dans la communauté. Ce qui était bien, c'était qu'on était présent dans la communauté. Elle suivait par exemple les réunions de la Fédération. La réunion générale annuelle de la Fédération des francophones, c'était le gros show. Tu avais tout de suite ce sentiment-là d'appartenir à Radio-Canada. Je me souviens qu'il y avait une émission culturelle. L'art de vivre. Une émission animée par Hélène Degrand. Cette semaine, l'art de vivre nous ramène au 25 mars. Il y avait l'émission Cible. Notre cible ce soir sera la ville de Vancouver. Pile ou Face. Oui, j'ai fait Pile ou Face, par exemple. Le meneur de jeu de Pile ou Face cette saison, Philippe Bourbeau. Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est la 13e émission de Pile ou Face qui vous parle. Voilà, Pile ou Face. Mais c'était pas en noir et blanc à l'époque, c'était en couleur. C'était des grandes équipes dans un grand studio, 3 caméras. Pour eu une grosse éducation, toute ma jeunesse en institution. Puis j'ai vu dans des rétro-jeudis des émissions et j'étais vraiment épatée de voir que c'était assez riche. Pierre Claveau, je pense qu'il animait Génie en herbe. Oui, lisait les informations, les nouvelles, et il y avait aussi un contrat pour faire Génie en herbe. Charlène. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la dernière émission des éliminatoires de la série régionale de Génie en herbe. C'était intéressant parce qu'il y avait toutes les écoles francophones qui étaient représentées. Alors, des jeunes qui aujourd'hui parlent français. Alors, il s'agit d'associer et de compléter. Bon, alors allez-y, Amélie. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui participaient. Et au fil des années, moi, je suis fière de dire qu'il y avait 18 écoles qui participaient de la province. Je suis tellement énervée, c'est pas mauvais. 1987, on a créé dans la salle des nouvelles le premier segment culturel dans un bulletin de nouvelles au pays. Ce soir, je vous propose toute l'information culturelle. C'est ce qui a établi les fondations pour en arriver, une dizaine d'années plus tard, à la création de la première émission culturelle francophone nationale de l'Ouest, Courant du Pacifique. Joyce te faisait aimer tous les sujets. T'as jamais vu cette peintre-là, t'as jamais vu cette pièce-là. C'est pas grave, tu irais la voir. Cette émission-là a vraiment marqué tous les téléspectateurs et surtout des anglophones parce qu'ils voyaient que, mon Dieu, comment eux arrivent à faire une production semblable alors que chez nous, on n'en voit pas. Quand on avait Courant du Pacifique ou qu'on avait Champagne à l'apéro, c'était absolument impossible de manquer ces émissions-là. Champagne à l'apéro, une émission locale qui permettait de connaître les gens de chez nous, une émission d'information, mais avec un petit ton humoristique. T'invites pas Thérèse pour les huîtres, elle va les manger. Ah! Hey, bravo, madame! Et avec Champagne à l'apéro, on a essayé. Il y a des choses nouvelles qui se faisaient, on pouvait expérimenter. On n'utilise presque plus les studios aujourd'hui. Je comprends qu'on n'a plus besoin de toutes ces équipes. Même si la technologie compense un peu, on a beaucoup moins de moyens qu'avant pour produire des émissions, c'est certain. Bien, les premières coupures sont arrivées en 1984. Déjà au début des années 80, on avait des grands rassemblements des employés dans le plus grand studio ici de la télé, avec l'administration qui nous indiquait qu'il fallait se préparer, les temps durs allaient pointer du nez. Il y a eu pas mal de trucs du genre qui se sont produits et à chaque fois on se disait ouf, à quand mon tour?
En 90, on se disait que c'était comme un peu le début de la fin, parce que ça avait frappé plus fort que d'habitude. La réalisatrice Nina Ferretti occupe un des 6 postes qui sautent. Théoriquement, immédiatement, à partir de ce matin, on ne fait plus rien. Autoroute électronique a été coupée, SMAC a été coupé, il n'y avait plus rien, si tu veux. Après les années 90, c'était pas nécessairement la joie de travailler à Radio-Canada. Ben, c'était la fin, quoi. C'était la fin de la télévision telle qu'elle était à l'époque. Éventuellement, la production recommence, mais en plus petit. Le golf, c'est l'art de faire entrer cette petite balle dans un trou d'un diamètre d'une dizaine de centimètres, et le tout sans se fâcher. Ce dont je me rappelle le plus, c'est la cuisine au quotidien. On faisait de la partie cuisine asiatique. Qu'est-ce qu'on a comme recette? Thomas. Aujourd'hui, on va préparer un plat de moules. Avec Éducation entre Radio-Canada vous invite à participer à la télédictée. Ce soir, à ce forum, nous abordons un sujet très délicat. Puis en 1996, évidemment, il y a eu une autre période de compression où on est passé de 12 000 à 6 000 employés au Canada. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi à ce moment-là. Madame, Monsieur, ce soir au bulletin, il sera question de Ce soir en Colombie-Britannique qui disparaît, emporté par la vague des compressions budgétaires à Radio-Canada. À ce moment-là, il était question de faire un bulletin des 4 provinces de l'Ouest au Manitoba. Si la perspective de perdre une émission d'information est triste pour les employés, elle l'est tout autant pour les organismes francophones. Depuis 5 ans, les services diminuent. Alors, que la production soit concentrée à Winnipeg, on peut quand même pas dire que c'est un plus pour la francophonie en Colombie-Britannique. On était très, très, très concernés par Radio-Canada. C'est cette espèce de sentiment que ça m'appartient aussi. Ce sont des coupures qui tuent notre communauté. Ils sont mortels pour notre communauté. Grâce à la communauté francophone, aux pressions qui ont été faites par la communauté francophone, on a pu garder notre émission d'information. Aujourd'hui, je me questionnerais. Quel genre de mouvement on aurait et quel genre de moyens de pression on aurait? Oui, il y a les médias sociaux, mais c'est pas pareil. Mon espoir, quand je suis devenu gestionnaire, c'était pas de gérer la décroissance. Et tout ce qu'on faisait à Radio-Canada, c'est gérer la décroissance. Puis c'est pourquoi je me suis retiré de la gestion. Il n'y avait pas d'optimisme, il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel. À ce moment-là, la salle des nouvelles a été intégrée au studio. L'idée, c'était d'avoir moins du monde et de partager des choses. Avec les compressions, on faisait soit tomber le contenu ou on essayait d'en faire plus avec moins. Puis les décisions qui ont été prises, c'est d'essayer d'en faire plus avec moins, d'essayer de se servir soi-même, de se maquiller soi-même. Ce n'est pas la première fois qu'on retrace l'histoire de station. Je l'ai fait en 96, Lise Lemieux en 2001, Richard Thériault en 2006. Une chose qu'on apprend en regardant l'histoire, c'est qu'une fois que la poussière retombe, les projets recommencent. On est revenu avec plus de monde, si je me souviens bien. On l'avait tout fait la remarque dans le temps. On est supposé avoir de coupures, puis on a plus de monde qu'avant. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais été friand de technologie. Mais 2010, ça change tout. Juste avant les Olympiques, on a complètement réaménagé l'édifice et on a construit une salle des nouvelles intégrée. Ça a pris 3 ans. C'était un peu surréaliste. On nous a mis dans un cube en ciment immense, une caisse de résonance immense dans laquelle on faisait du marteau-piqueur du matin jusqu'au soir. J'en parle, j'ai encore des frissons aujourd'hui. Bienvenue au centre de radiodiffusion de CBC Radio-Canada à Vancouver. Je vous propose aujourd'hui une visite guidée de notre lieu de travail. Commençons par... Maintenant qu'on se retrouve dans une salle des nouvelles à air ouverte où il y a tout le monde est là, il y a les Anglais, il y a les Français, il y a le web, il y a la radio. Mon Dieu, waouh! Ça fourmillait de partout, on sentait les gens. J'étais assez impressionnée, mais très vite, il faut oublier ça parce qu'on est très vite dans le bain.
On vit à un rythme effréné aujourd'hui dans les salles des nouvelles. La polyvalence a ses avantages, la polyvalence a aussi ses exigences. Alors, Je peux prendre mon téléphone que j'ai dans ma poche et je peux tourner des choses que tu peux voir en ondes dans 10 minutes. Presque tout le monde tourne. Beaucoup de gens font du montage parce qu'il y a des systèmes de montage qui sont tellement simples. Clip, clip, clip. C'est pas qu'il y a moins de stress parce que c'est plus facile. Moi, je pense qu'il y a encore bien plus de stress. Ah, Marie-Hélène, t'es là. Tu m'as trouvé. Ben oui. Oh là là. Alors, t'as trouvé? J'ai trouvé ça, merci. OK, parfait. Puis, il y a ces 3 affaires-là dont je vais avoir besoin. Tu veux que je les prépare pour le transfert? Ce serait gentil. Je vais les mettre sur le serveur. Tu vas voir ça là, à ton bureau dans une vingtaine de minutes. Ah, ben ça, c'est cool. OK. Salut. Bye. Merci. Combien de fois j'ai dû réapprendre à travailler à cause de la technologie? La nouvelle cuvée de journalistes semble parfaitement adaptée à cette nouvelle façon de faire. En même temps, on sent une espèce de panique à essayer de trouver la formule de l'avenir. YouTube, Facebook, Instagram, on compte le nombre de clics. Mais est-ce qu'on tue la télé au nombre de clics? Chez nous, la télé, c'était un meuble dans le coin du salon. On le regardait en famille. Tout le monde l'aimait, la boîte à images. Avec la multiplication des contenus et surtout l'arrivée d'Internet, je me demande des fois si on a encore notre place. C'est dans l'ADN de Radio-Canada. Donc oui, il y a de la place parce que c'est le seul qui est comme ça. Tous les autres, là, ils n'ont pas 40 ans derrière de construction. Puis d'une famille ou d'une génération à l'autre, c'est quelque chose qui s'est passé. Georges, j'ai besoin de ton aide. On voulait des écoles françaises. Il me semblait tellement impossible. Je suis pas trop sûre si tu vas un jour me parler en français. Le Conseil scolaire de Vancouver met sur pied la première école française. Quand je suis arrivée à Victoria, il n'y avait pas d'école française, il n'y avait pas Radio-Canada, il n'y avait rien. Ce que la télévision a fait, c'est qu'elle a mis un visage sur les gens qui étaient là. Je pense que ça les a surtout rendus conscients qu'ils existaient. Radio-Canada, ici, sur le plan régional, a fait énormément sur le plan de la culture. On l'entend constamment. En 1972, j'avais demandé s'il y avait des gens qui étaient prêts à travailler avec moi et tout ça pour un centre culturel. Tout le monde s'est moqué de moi en me disant que ça servait à rien. Ça servirait à rien d'avoir un centre culturel à Vancouver. On n'était pas assez. Les gens qui vivaient à cette époque-là ne pourraient jamais penser qu'aujourd'hui, ça pourrait exister ici en Colombie-Britannique. Donc c'est vraiment... il y a vraiment un changement. J'ai envie d'être sollicitée. Tu me déranges pas quand tu m'appelles pour me demander mon opinion sur quelque chose. Il faut aller à leurs événements pour que leurs événements soient à nos antennes, pour qu'ils nous écoutent. Puis t'as pas envie d'aller viral, là. C'est pas quelque chose que tu veux provoquer. Tu veux provoquer quelque chose qui fait « j'ai envie d'y aller à tous les jours pour voir qu'est-ce qu'il y a de neuf ». Si on veut refléter les différentes parties du Canada, c'est de faire de la production locale. Locale. La Colombie-Britannique, c'est un esprit. Le Manitoba, c'est un autre esprit. L'Ontario, c'en est un troisième. Je disais toujours aux gens, restez avec nous parce que dans un moment, après la pause, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens restent avec nous. Et pendant la pause, c'est toujours un bon moment pour penser ce qui s'en vient après. Est-ce que les gens vont vraiment avoir envie de le voir? Est-ce que ça va être beau pour les yeux? Est-ce que ça va être agréable à entendre? Est-ce qu'on va leur dire la vérité? Est-ce qu'on va leur remettre l'événement en perspective, ce qu'on sait tellement bien faire à Radio-Canada? Quand tu arrives, puis tout tombe en place, puis que tu as une belle histoire, puis qu'elle fait du chemin après, parce qu'elle a été télédiffusée, il y a eu une version radio, après ça, les gens sur le web, puis là, eux l'ont partagé sur leur site, puis tout ça. Bien là, tu te dis, OK, j'ai fait mon travail. J'ai été un reflet d'un moment de la vie de cette personne-là, puis
Ça, je trouve ça très stimulant. Quand vous faites les jeunes infos, les choses comme ça, c'est une toute petite partie, mais c'est ça que vous donnez comme envie. Puis ce que l'on fait aujourd'hui va servir d'archive dans 50 ans, parce que la télévision française va être encore forte et vivante dans 50 ans. C'est tellement important d'avoir ces documents-là qui nous... l'image qui vaut 1000 mots. Puis c'est pour ça que ce que l'on fait aujourd'hui doit être bien fait aussi. J'aime à penser que la télé peut encore inspirer. Pour quelqu'un qui ça y tente, pour quelqu'un qui est passionné, pour quelqu'un qui a une vision, il y a encore quelque chose à faire avec la télé. Ce serait une perte énorme pour l'ensemble de l'histoire du pays si les francophones du pays n'étaient pas là avec leurs caméras et leurs journalistes et leurs équipes pour montrer au jour le jour la petite histoire du pays. Avec tous les bouquets qu'on nous offre et tous les Netflix et compagnie ou tout.tv, on a tendance à regarder beaucoup plus la télé qu'avant. On fait encore de la production aujourd'hui. Et je suis certain qu'il y a encore des surprises qui nous attendent. Et aujourd'hui, le contenu se retrouve partout. La télé est morte, vive la télé! Et que le machin s'appelle tablette, radio, téléphone, quelle importance? Pour moi, ça reste la télé. Bienvenue au Studio 40 de Radio-Canada. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée électorale. Il y a d'abord eu la victoire des fans. Nous vous proposons des souvenirs, des sensations. C'est ça, Vancouver, c'est 1 heure de soleil par jour. 1 heure. Voici Yellow Show! Bonjour, je m'appelle Sonia. Bonjour, moi c'est Alex Pilon. Je m'appelle Lynn. Voici 14-18 et moi. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de soirée à notre antenne. À demain.